Les zones humides, donc, moi je suis pédologue, donc je m'occupe du sol, mais on peut les identifier par d'autres critères que par le sol, mais moi je vais plutôt vous parler aujourd'hui du lien entre zone humide et sol. Alors, juste, donc moi je ne suis pas bretonnante, je suis du pays gallo, mais donc ça c'est une image qui a été faite par la CAMAB, donc la cellule d'animation des milieux aquatiques et de la biodiversité, donc qui est une structure qui regroupe, à laquelle contribue le Conseil départemental du Finistère et le FMA, le Forum des Marais Atlantiques. C'est vraiment une spécificité finistérienne. Donc voilà, ils avaient fait cette petite image que j'aime beaucoup, qui montre en fait que déjà dans la toponymie locale, alors bretonne, mais c'est valable aussi dans d'autres régions, rien qu'avec les noms des lieux-dits, on peut déjà avoir une petite indication du caractère humide ou pas du secteur. Alors quand on parle de zone humide, de quoi on parle? Donc c'est pareil, il y a des définitions dans des articles réglementaires, donc dans le Code de l'environnement, mais aussi la loi sur l'eau de 92, et puis plus récemment, en 2019, dans la loi qui porte création de l'OFB, donc il y a des agents de l'OFB dans la salle, donc qui a été créée en 2019, en fait, où les zones humides sont définies comme des terrains exploités ou non. Donc là, on affirme le côté que voilà, une zone humide n'est pas nécessairement un milieu naturel sur lequel on ne fait rien, ça peut être des terrains exploités, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, mais ça peut être aussi de l'eau salée ou de l'eau saumâtre, de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant une partie de l'année. Donc en fait, c'est une définition qui a subi une petite évolution, j'ai mis le « ou » en rouge ici, au moment de la création de l'OFB, donc il y a eu, parce qu'il y a eu un truc où une jurisprudence où on disait que les zones humides devaient avoir et la végétation et le sol, qui montrent des caractéristiques de zones humides. Et sauf que ça c'était difficilement tenable, donc du coup on est revenu à un critère alternatif, c'est-à-dire végétation ou sol, et ça a été affirmé dans la loi de création de l'OFB. Le législateur en a profité pour réaffirmer les choses. Bref, c'est pour la petite histoire. Mais en fait, ces zones humides, elles recouvrent une très grande diversité de milieux, depuis des lacs d'altitude, des tourbières, des mares, des marais, des forêts alluviales, des lagunes, donc plutôt des milieux en bord de côte, donc des marais salants. Mais voilà, en fait, l'ensemble du bassin versant peut être concerné par les zones humides. Donc il y a une typologie qui a été faite, que j'ai ramassée, avec plutôt des apports d'eau, des zones humides concernées par des eaux marines, des zones humides concernées par des eaux courantes, notamment des plaines humides liées aux cours d'eau, des zones humides des bords de cours d'eau, bordures boisées, et puis des zones humides où c'est plutôt de l'eau stagnante. Alors ces zones humides, pourquoi on s'y intéresse autant? C'est un peu comme les sols, elles ont aussi des fonctions qu'elles seules peuvent rendre dans l'environnement. Elles sont vraiment à l'interface entre l'eau et la terre. Donc elles ont des fonctions de type hydrologique, des fonctions de décrètement de crues, de soutien aux étiages, donc en fait un peu de lissage des débits. Vous voyez là, en présence de zones humides dans les zones notamment amont, les bassins versants. On a des débits qui sont avec des pics qui sont atténués quand on compare à un bassin versant sans zone humide. On peut avoir des étiages sévères et puis également des périodes de crue. Donc voilà, les zones humides ont pour rôle un peu de tamponner les écoulements ou une gestion plutôt quantitative de l'eau. Et puis en même temps, elles fournissent de l'eau à l'écosystème. Donc elles ont aussi des fonctions biogéochimiques, pour dire en fait plutôt des fonctions de transport, dépôt, reprise et transformation des éléments qui permettent d'épurer, elles ont un rôle dans l'épuration de l'eau, notamment de dénitrification, d'abattement de la charge en nitrate,
mais aussi par rapport au phosphore. Donc on ne peut pas... peut-être que vous savez que le phosphore n'a pas de phase gazeuse, à la différence de l'azote qui repart dans l'atmosphère. Le phosphore, non, donc on ne peut que l'absorber, l'assimiler dans la végétation. Donc là, c'est une étude qui date d'il y a quasiment 20 ans maintenant. Donc dans le bassin versant du Scorff, vous ne voyez peut-être pas, mais il y a des petits bassins versants amont, là, en contour noir, qui ont été étudiés. Donc chacun de ces petits bassins versants représente un des points ici. Et en fait, ce doctorant avait montré un abattement de la charge en nitrate qui était proportionnel à la quantité, à la surface de zone humide dans le bassin versant. Voilà, donc voilà, ça a été montré. Et puis, il y a aussi, en plus de ces fonctions hydrologiques et biogéochimiques, les fonctions écologiques. Les zones humides, c'est un milieu contraint, où manque d'oxygène, présence d'eau. Et donc, du coup, la biodiversité a été obligée, pour coloniser ces milieux, de s'adapter. Donc, on a des espèces qui sont hyper adaptées, que ce soit des animaux, des végétaux, hyper adaptés à ces milieux et du coup, qui ont développé des caractéristiques bien spécifiques. Donc, c'est un réservoir de biodiversité, un support pour les habitats, mais c'est aussi un peu des corridors écologiques qui permettent une connexion des habitats. Vous voyez que 100% des amphibiens, les amphibiens sont inféodés à ces milieux, donc dépendent de ces milieux humides, mais aussi 66% des poissons, 50% des oiseaux et 30% des plantes remarquables et menacées. Alors, là, juste un petit warning pour dire attention, toutes les zones humides, toute la catégorie, vous vous rappelez qu'on a vu au début, les zones humides plutôt salées, eau courante, eau stagnante, toutes ne remplissent pas toutes les fonctions. Donc là, en fait, le niveau de la fonction, il est fort, il est très fortement rempli quand on est en vert foncé, et puis il peut même y avoir des effets négatifs quand on est dans les rouges. Donc, si on prend un exemple, par exemple, les versants et bas de versants, les zones humides de bas-fond en tête de bassin versant, qu'on a beaucoup en Bretagne. Vous savez qu'en Bretagne, on n'a pas de très grande vallée alluviale. Il y a la vallée de la Vilaine, un peu la vallée de l'Aulne, ici, le Couesnon. Mais du coup, nous, on a beaucoup un réseau hydrographique très détaillé, très dense, et du coup, beaucoup de zones humides de petite taille qui sont plutôt en position de tête de bassin versant. C'est un peu une spécificité. Mais mises bout à bout, en fait, ces zones humides représentent des quantités très importantes. Donc ces zones humides de bas-fond, on va dire les zones humides ordinaires chez nous, donc en fait, elles ont, vous voyez, il y a du vert un peu partout, donc elles ont des fonctions biologiques, des fonctions de régulation des inondations, soutien d'étiage, ralentissement des écoulements, et puis des fonctions biogéochimiques. Mais des zones humides ponctuelles comme des mares et des étangs, elles n'ont pas vraiment de fonctions biogéochimiques, notamment en lien avec le stockage du carbone. Voilà, et donc ces zones, elles ont été fortement dégradées. On considère que c'est 2/3 des zones humides qui ont disparu au XXe siècle, au moment notamment de la mise de l'aménagement des terres agricoles. On parlait de mise en valeur des terres agricoles. Et dont la moitié, en fait, en 30 ans, la moitié a disparu entre les années 60 et 90 pour répondre aux besoins de surface, à des plantations d'arbres de production, des aménagements qui ont pu ne pas être très adaptés sur les cours d'eau, les cours d'eau rectilignes, etc. Des pratiques agricoles de plus en plus impactantes avec notamment le drainage, des pollutions, dégradation de la qualité de l'eau, et puis elles sont également menacées par l'abandon et l'absence d'entretien. C'est des milieux. En fait, avec le changement climatique, on va se rendre compte que l'été, on est bien content d'avoir ces zones-là pour avoir du fourrage, etc. Et donc, qui conduisent à un envahissement par des arbustes, la disparition de la biodiversité spécifique. Et puis, j'ai rajouté ici des espèces exotiques envahissantes qui peuvent aussi coloniser de plus en plus et déséquilibrer ces milieux. Donc voilà, il y a un enjeu à savoir caractériser, localiser ces milieux pour les gérer et les préserver. Et pour ça, en fait, il y a des textes réglementaires pour définir et délimiter les zones humides, que vous connaissez sans doute, en application des articles
du Code de l'environnement. À la base, c'est pour délimiter la police de l'eau, mais comme il y a délimiter les zones humides pour l'exercice de la police de l'eau, sur la base de critères pédologiques et botaniques. Mais comme il y a des critères qui ont été établis, finalement, on voit que maintenant, l'usage de ces critères, il dépasse l'exercice simple de la police de l'eau. Donc, il y a eu des arrêtés, des circulaires qui précisent les critères de définition des zones humides et qui donnent des informations sur comment faire sur le terrain. Donc, ces critères sont liés à la morphologie des sols et à la hauteur de la nappe, l'abondance de végétation spécifique et puis la présence d'espèces d'habitats communautaires. Donc pour les sols, ça se traduit par ce diagramme-là, qui a été mis au point il y a longtemps, vous voyez, ça, dans les années 1981, par le groupe d'études des problèmes de pédologie appliquée. Et dans les années 80, est-ce qu'on se préoccupait des zones humides ? Non, beaucoup moins. On se préoccupait de mettre en valeur les sols et de faire du drainage. Donc en fait, ce tableau, vous voyez dans la réglementation, à la base, il avait été fait plutôt pour des questions de drainage des sols. Et parce que pour le drainage, comme pour les zones humides, on a besoin de caractériser le côté engorgement en eau, le côté hydromorphe. Donc ce diagramme, il avait le mérite d'exister, d'être déjà connu, donc il a été réutilisé dans la réglementation actuelle. Et en fait, tout ce que vous voyez, les petits figurés orange et bleu, et là, quand on va vers le bas du graphique, c'est la profondeur du sol. Selon la profondeur à laquelle apparaissent ces figurés, là, donc les traces laissées par l'eau dans le sol, l'hydromorphie, et ben on dit ce sol, il est caractéristique d'une zone humide ou pas. Donc tous ceux qui sont dans ce cadre-là, donc là en noir, c'est les sols tourbeux, sont caractéristiques des zones humides. Donc voilà comment ça marche. Donc sur le terrain, on va avec notre carrière et puis on regarde la profondeur d'apparition de ces traces hydromorphiques. Donc pour faire tout ça, en fait, il y a aussi des travaux, un peu comme pour l'érosion tout à l'heure, on va regarder un peu la capacité naturelle du milieu à apporter des zones humides. Donc c'est tout ce qui est les travaux de prélocalisation des milieux et des zones humides qui peuvent être faites localement, mais il y a des versions nationales en fait qui existent. Donc il y a eu plusieurs versions et la dernière version, c'est une version de 2023 qui avait été commanditée par le ministère en charge de l'écologie. Et en fait, on obtient des cartes où on a en chaque point une proportion, enfin une probabilité, on va dire, d'être dans une zone humide ou pas. Et plus on se rapproche de 100%, bien sûr, et plus on a de risque ou de chance d'être en zone humide. Et donc ça, on a une information très détaillée, puisque c'est une résolution de 5 mètres. Ça veut dire chaque pixel, on a une information par carré de 5 mètres de côté sur toute la France métropolitaine. Donc, je vous passe les aspects de méthodologie, comment on a fait. Sachez juste qu'on part du réseau hydrographique, de la topographie, donc de l'altitude, du type de matériau parental, et puis on part aussi de données d'observation, que ce soit flore ou sol, pour combiner tout ça. Et à la fin, on obtient des cartes qu'on a validées avec des données collectées spécifiquement pour ce travail, à la fois sur le sol et sur les habitats. Donc pour avoir une idée un peu de la qualité des cartes qui sont produites. Donc voilà ce que ça donne très rapidement. Donc en gros, plus sur ces petites cartes, plus la couleur est foncée, plus on s'approche de la vérité. Enfin, plus on a confiance dans l'information qu'on donne. Voilà, donc le ministère a souhaité qu'il y ait deux cartes, une carte des milieux humides et une carte des zones humides. La carte zone humide, on se base vraiment sur les critères de la réglementation. Donc le carré rouge, vous vous souvenez des sols, là, ici. Alors que dans la carte des milieux humides, on est plus large en fait, on va chercher quelques cases avant. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus large, c'est des secteurs qui sont engorgés, même de manière pas suffisamment importante pour être considérés comme des zones humides. Donc on a des cartes, c'est pour ça qu'elles sont beaucoup plus bleues, qui montrent des milieux plus étendus.
Voilà, donc là en fait, ces cartes-là, c'était, comme je vous ai dit, un seuil, une probabilité, donc de 0 à 100%. Et donc il y a eu aussi un travail de seuillage pour dire tout ce qui est blanc, on considère qu'on est vraiment hors zone humide. Et à partir du moment où on commence à être coloré, on a une signification plus ou moins forte. Alors je vous montre juste en zoom ce que ça donne, c'est plus facile à lire. Donc ça c'est la carte de probabilité donc de 0 à 100. Voilà, tout le territoire a une probabilité. Et là c'est une carte seuillée où on a dit en dessous d'un certain seuil, on est sûr de ne pas être en zone humide et donc on enlève ces zones en blanc de la carte des zones humides. Et on a appliqué là-dessus les zones humides artificialisées, donc les zones sur lesquelles il y a des routes, des villes, etc. Et on a ajouté aussi les surfaces en eau, en bleu, un peu plus soutenues. Donc voilà, donc ces résultats, tout ça, ces cartes sont accès librement, sont accessibles librement. Donc il y a eu des articles scientifiques, des rapports méthodaux sur comment ça a été fait, sur les résultats et tout ça. On peut consulter les données sur le réseau partenarial sur les zones humides, donc ça tout le monde y a accès. Et on peut même télécharger ces données sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel. Voilà, donc ce réseau partenarial des données zones humides, sur les zones humides, donc il y a les zones humides probables, mais il y a aussi les zones humides effectives, tous les inventaires de zones humides qui ont pu être faits peuvent être consultés sur ce site-là. Alors je sais qu'il y a une nouvelle plateforme spécifique aux zones humides qui va s'appeler Plume, qui est en cours d'élaboration, donc je ne sais pas encore à quelle échéance elle va arriver, mais ce RPDZH qui fait déjà le job pour une certaine part est amené à être remplacé par la plateforme Plume. Et puis voilà, plus spécifiquement pour le Finistère, il y a la CAMAB qui donne aussi beaucoup d'informations. Et puis il y a le centre de ressources milieux humides à cette adresse qui peut aussi être intéressant. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'aspect zone humide. Parce qu'après on change de sujet, donc si vous avez peut-être des questions spécifiques aux zones humides, on peut prendre une ou deux. Moi je suis intéressée aussi par avoir vos retours d'expérience sur le terrain, ce qui peut vous poser question. Parce que voilà, moi j'ai une vision très sol et très globale de ces questions, mais je suis aussi intéressée pour savoir comment ça se passe sur le terrain, vous qui êtes peut-être confronté de manière plus directe que moi à ces questions. Et si c'est des outils que vous utilisez déjà ou pas? Ce terrain aujourd'hui, les zones humides, ça part en friche en fait. Voilà. On est dans l'arrêt de l'élevage en Bretagne, d'une manière générale, il faut quand même l'avouer. Donc les zones qui restent aujourd'hui, qui sont humides. C'est juste pour la D'accord. Les zones qui sont aujourd'hui humides en Bretagne, elles vont partir à l'abandon, il faut être honnête. On le voit déjà sur des zones cultivables où il y a de l'abandon, de la friche qui arrive. Alors sur des zones qui sont difficiles et où il y a des contraintes supplémentaires au niveau environnemental dessus, c'est évident que les gens laissent tomber en fait. J'ai pas forcément d'avis éclairé là-dessus, mais ça peut être aussi une discussion. J'avais juste une question. En fait, le fait du réchauffement climatique, est-ce que ça va peut-être naturellement supprimer les zones humides? Donc du coup, s'il y a des zones humides qui disparaissent, elles vont avoir une utilisation différente, puisqu'elles seront déclassées. Moi j'ai un petit peu peur de ça.
sur ce sujet-là. Ouais, effectivement, c'est un sujet de préoccupation. J'ai des collègues hydrologues, en fait, qui travaillent à la même UMR que moi, qui viennent d'avoir un projet accepté sur l'intermittence des cours d'eau. Donc, ils travaillent notamment sur la Célune, en limite Normandie, et sur la Ria d'Etel, pour étudier justement l'intermittence de ces cours d'eau. Le fait qu'à un moment donné de l'année, les cours d'eau ne coulent plus, et que ça va... Ils vont aussi faire des simulations pour voir, avec le changement climatique prévisible, qu'est-ce qui va advenir de ces cours d'eau. Est-ce que ces intermittences, de quelle manière elles vont devenir de plus en plus sévères, et de quelle manière aussi ça va impacter les zones humides attenantes qui vont être beaucoup moins alimentées en eau. C'est des sujets de préoccupation dont les scientifiques s'emparent aussi. Ouais. Oui, ici. Pour le stage de la baie de Dormini, c'est vrai qu'au niveau opérationnel, on propose en fait, on a un plan d'action pour la réhabilitation fonctionnelle des zones humides dégradées, donc vraiment de restaurer la fonction hydrologique. Et donc ça fonctionne, en tout cas en termes d'impact sur la qualité de l'eau en particulier, et puis par rapport au milieu, à la biodiversité. Et par contre, en fait, c'est pas forcément toujours évident d'aboutir, justement, parce que les propriétaires fonciers sont quand même plutôt attachés à leurs parcelles, et lorsqu'on précise justement qu'on va avoir une période de présence d'eau plus marquée sur l'année, certains, ça peut être aussi un frein. Donc ça, sur l'approche des zones humides, c'est quand même, suivant les acteurs, c'est quand même pas facile d'avancer sur le sujet, parce que même si on dit justement, il y a ce constat de l'enfrichement des zones humides qui sont dévalorisées, lorsqu'on essaye de monter des projets, d'avancer pour restaurer les milieux, on a quand même beaucoup de freins pour accéder à ces parcelles. Donc c'est quand même assez contradictoire. Voilà, donc mais en tout cas, c'est vraiment nous, un objectif fort de pouvoir restaurer. Effectivement, nous, sur notre territoire, on a plus d'une 50aine de petits bassins versants, donc c'est important à leur échelle de leur redonner de la fonctionnalité au regard aussi du changement, du dérèglement climatique qui arrive, quoi. Et l'autre question justement aussi, avec l'actualité politique et la loi du plomb, où on parle de zones humides justement fortement dégradées. Dans ces cas-là, on considère que ça n'est plus une zone humide, en tout cas, elle n'a plus aucun intérêt. Est-ce qu'on peut se permettre de dire cela? On considère que quand même une zone humide, on peut la restaurer, c'est un milieu vivant. Donc voilà, est-ce que justement, vous, au niveau de l'Institut Agro, l'INRAE, est-ce que vous êtes consulté pour... parce que qu'est-ce qu'une définition quelle est la définition d'une zone humide fortement dégradée? Aussi, ça interroge un petit peu. Et finalement, malgré les textes, demain peut-être que l'intérêt de la zone humide va être mis encore en arrière-plan, alors qu'a priori, normalement, on était censé les défendre encore plus, quoi. Oui, je suis aussi inquiète par le contexte politique et actuel général, mais en fait, j'ai failli pas arriver hier soir parce qu'il y avait une manifestation à la gare de Rennes contre la loi du plomb, justement. Moi personnellement, j'ai pas été consultée, mais je pense que ça se fait plus au niveau du ministère. Il y a une cellule en fait zone humide au niveau du ministère de l'écologie, donc je pense que les connaissant un petit peu, c'est quand même des défenseurs fervents des zones humides, et je pense qu'ils vont faire ce qu'ils peuvent, mais je crois que c'est compliqué pour eux en ce moment. Ils sont un peu attaqués de toutes parts, c'est vraiment c'est compliqué. Ouais. Et donc il y a, je travaille aussi un petit peu avec un collègue juriste, Olivier Cizel, qui s'est fait une spécialité dans les zones humides, qui suit un petit peu toute la jurisprudence autour des zones humides. Donc voilà, on va voir. Là, c'est peut-être encore un petit peu tôt pour voir quels vont être les impacts concrets. Et effectivement, je n'ai pas eu moi d'écho de comment on va définir ces zones humides. J'ai plus le terme. Fortement dégradées, voilà. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'on disait sur la question de réversibilité, il y a des processus comme l'érosion et l'imperméabilisation qui sont difficilement réversibles, mais le drainage, typiquement c'est très réversible en fait. Beaucoup d'études, notamment relayées ou accompagnées par le FMA, qui produit aussi beaucoup de guides de restauration des zones humides.
montre bien que ça fonctionne quand on peut. Oui, donc je le laisse dans les pas. Vous avez montré plusieurs cartographies de différentes zones humides. Aujourd'hui, il y a plein de monde qui s'intéresse aux zones humides, c'est normal. Mais quelle va être la référence au final? Parce qu'à un moment donné, quand on va arriver chez les gens, travailler sur le terrain, il faut quand même une référence. Ouais. Parce que si tout le monde met sa carte et que chacun l'interprète comme il veut, je crois que ça va être bon. Avant, on avait les marées atlantiques, là, tout le monde beaucoup s'en servait, la carte des marées atlantiques. Aujourd'hui, on voit que, et quand on va sur le terrain, il y a différentes définitions de la zone humide. Donc, à un moment donné, pour discuter avec les gens, pour leur faire comprendre qu'il faut parler quelque chose d'unifié, parce que autrement, ils ne vont plus comprendre. Oui. Alors la carte nationale là, que je vous ai montrée, c'est une carte de pré-délimitation. Donc c'est pas une carte de délimitation, c'est une probabilité d'être en zone humide. Mais tant qu'on n'est pas allé vérifier sur le terrain, on ne peut pas affirmer c'est une zone humide ou c'est pas une zone humide. Il faut vraiment le voir comme des documents un peu de cadrage, d'aide à la décision. Mais là, la difficulté, c'est toute la notion d'échelle en fait. Selon l'échelle à laquelle on se place, quand on est à l'échelle du bassin versant, ça va encore être peut-être d'autres sources d'informations acquises à l'échelle du bassin versant. Et puis quand on est à l'échelle du projet sur cette parcelle donnée avec ce propriétaire ou cet exploitant donné, on ne peut pas se permettre d'utiliser des cartes très générales pour prendre des décisions. Il faut aller sur le terrain et vérifier et constater en fait, si on a une zone humide ou pas. Selon l'échelle et le type de projet auquel on s'intéresse, ça ne va pas être les mêmes données qui vont être intéressantes. C'est pour ça qu'il peut y avoir plusieurs sources d'informations qui sont pas forcément fausses, mais qui peuvent être contradictoires. Il ne faut pas faire dire plus à chaque type d'information que ce pourquoi elle a été faite. C'est un peu le risque et c'est un peu, je suis d'accord avec vous, la difficulté de faire comprendre tous ces travaux. Oui, nous, c'est vrai qu'à l'époque, l'inventaire des zones humides est fait et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des différences entre ce qui avait été vraiment classé au niveau des PLUI, des collectionnistes, des comices, et puis ce qu'on constatait parfois sur le terrain, notamment sur le fait qu'elles soient parfois encore exploitées ou qu'elles ne soient pas classées alors qu'elles étaient vraiment mises. Donc vraiment il y a ce travail de fait pour en tout cas pour constater et convaincre de restaurer cette continuité écologique et de restaurer vraiment la zone humide. Donc c'est vrai il y a vraiment la nécessité d'avoir quelque chose de très cadré et de très très clair pour pas que ce soit remis en cause finalement sur le terrain. Et je pense que ce qu'il y a dans les BAG vertes est beaucoup plus costaud que ce qu'il peut y avoir ailleurs sur d'autres territoires, parce qu'on est quand même marqué très fort pour avoir des résultats. Pour autant, c'est vrai que l'enfrichement devient un souci, il va s'imposer quand même aussi aux collectivités, parce que s'il y a un abandon de ces terres autrefois consacrées, autrefois, encore il n'y a pas si longtemps, consacrées aux vaches qui pâturaient sur nos terrains. Moi je viens de la Précile de Crozon, on a beaucoup de landes qui étaient autrefois en effet, il y avait beaucoup d'animaux et il n'y en a plus. Et aujourd'hui, on voit le territoire s'enfricher, et surtout ce qu'on voit, c'est des risques d'incendie, plus avec les questions climatiques. On a des embrasements des landes, sans même qu'il y ait une pression ou une allumette. C'est juste le soleil qui vient, par exemple, éclairer un petit tesson de bouteille qui est là, puis, et ça s'embrase. Donc de toute façon, il faudra qu'on trouve des solutions pour justement gérer ces espaces. Et derrière, évidemment, c'est comment est-ce qu'on arrive, quand on travaille sur la qualité de l'eau, alors ça c'est notre rôle à nous élus, c'est bien de faire que ces questions de qualité et de quantité d'eau aujourd'hui, elles s'imposent aussi dans les décisions économiques, qu'elles s'imposent dans les décisions d'urbanisme. Et c'est tout l'intérêt finalement de la discussion d'aujourd'hui, c'est que c'est pas qu'une question de qualité d'eau, c'est pas qu'une question de lutte contre les pollutions diffuses, c'est bien une question de changement de mode de faire et de prendre en compte cette priorité et de l'imposer nous-mêmes après dans toutes les autres compétences qu'on est amené à gérer. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, voilà, le titre c'était plutôt les sols en lien avec la qualité de l'eau, mais on voit qu'on dépasse très largement puisque finalement tout est lié en fait.